Quelle horreur. Comme Jean-Louis, comme mon connard d'ex-mari. Ça ne marchera jamais. Je le sais. Sa logique était à la fois absurde et profondément révélatrice. Pour Maeva, le signe astrologique n'était pas un détail amusant, mais une tare irréversible. C'était un système de classement, une grille de lecture qui lui permettait de naviguer dans le monde terrifiant des relations amoureuses. Chaque fois que je rencontre un mec, il a un problème, continua-t-elle sa complainte. Moi, j'aurais préféré qu'il ait un petit truc, un petit problème, mais qu'on puisse le changer. Tu vois? Un alcoolique. Un alcoolique? Ah ouais, un alcoolique, c'est pas mal ça, dit-elle avec un enthousiasme soudain. Un alcoolique, par exemple, tu peux le soigner. C'est un projet. Un scorpion, tu ne peux rien faire. C'est foutu d'avance. Jeanne, bonne âme, décida de l'aider. J'ai quelqu'un pour toi. Un ami de mon village. C'est un ancien alcoolique qui sort de cure. Mais il retombera facilement. Je le connais. Et c'est un bon coup. Il a attrapé tout le monde dans mon village. Même mon cousin. Le visage de Maeva s'illumina. Un alcoolique. Le projet de rédemption parfait. Oh, Jeanne, tu ferais ça. T'es une vraie amie. Il est de quel signe, ton Baptiste? Jeanne réfléchit un instant. Bah tiens, il est né le même jour que mon frère. Je crois que c'est début novembre. Oh, bingo, Jeanne! S'exclama Maeva, déjà prête à tomber amoureuse. Il est né quel jour exactement? Jeanne sortit son agenda. Attends, je regarde. Le 10 novembre, à 22h35. Maeva sortit son propre téléphone et consulta une application d'astrologie. Son visage se décomposa. Ascendant Scorpion, murmura-t-elle anéantie. C'est pas vrai, je ne le crois pas. À 2 minutes près, il avait la lune en vierge. Ça tient à rien, hein? Elle s'effondra sur sa chaise, persuadée d'être la victime d'un complot cosmique, d'un karma qui s'acharnait à ne lui envoyer que des scorpions. En réalité, elle se protégeait. En attribuant ses échecs à des forces extérieures et immuables comme les étoiles, elle s'épargnait la douloureuse nécessité de s'interroger sur ses propres choix, ses propres peurs, ses propres failles. L'astrologie était son bouclier contre l'introspection. Partie V. Vendredi, le dénouement final. Scène 1. La fracture sur commande. Le vendredi matin, Jean-Claude arriva au bureau en boitillant un air de héros tragique sur le visage. Il raconta à qui voulait l'entendre son accident de la veille, une collision avec un retraité en scooter. Dans sa version, il était la victime innocente d'un vieillard fou du volant. « Il a eu la totale », expliqua-t-il à Hervé, revenu de son périple nordique. « Fracture du crâne, de la mâchoire, du nez. »« Et toi ?» demanda Hervé. « Moi, rien. Juste une petite foulure au poignet, dit Jean-Claude avec une déception visible. C'est alors qu'une idée germa dans son esprit. Une idée brillante, audacieuse et complètement malhonnête. Une fracture, murmura-t-il. S'il dit radio, il dit fracture. S'il dit fracture, dit arrêt de travail, voire pension d'invalidité. Le mot était lâché. Pension d'invalidité. La promesse d'une rente à vie, d'une reconnaissance officielle de son statut de victime. Il n'y avait qu'un seul problème. Il n'avait pas de fracture. Mais ça peut s'arranger, ça, dit-il en regardant Hervé, avec un air de conspirateur. Il se dirigea vers la machine à café, un bloc de métal solide et sans pitié. « Allez, aide-moi. »« T'aider à quoi? » ?»« À me casser le bras. » Ce qui suivit fut une scène de comédie physique d'une absurdité totale. Jean-Claude, grimaçant d'avance, plaça son bras contre le coin de la machine. « Je ne peux pas, gémit-il. C'est contre nature de se faire du mal. » Il se tourna vers Hervé. « Toi, fais-le. » Hervé, horrifié, refusa. Jean-Claude insista, le supplia, lui expliquant les bénéfices financiers d'une telle opération. Finalement, Hervé, à contre-cœur, accepta de donner un petit coup juste pour la forme. Il prit son élan, visa le bras de Jean-Claude, mais au dernier moment, son pied glissa sur un sachet de sucre qui traînait par terre. Il perdit l'équilibre, bascula en avant, et son propre bras heurta le coin de la machine avec un bruit sec et sinistre. Un cri de douleur déchira l'air. Hervé gisait sur le sol, le bras tordu dans un angle impossible. Un os blanc pointait à travers la manche de sa chemise. Jean-Claude le regarda, abasourdi. La justice immanente, dans son infinie ironie, venait de frapper. Il n'avait pas eu sa fracture, mais Hervé venait de gagner une authentique fracture ouverte. Le SAMU arriva peu après, emportant Hervé sur un brancard, gémissant non pas de douleur, mais à l'idée de la paperasse administrative que cela allait engendrer. Scène 2.
Le jugement de Sylvain. L'après-midi, alors que le calme revenait à peine, une autre confrontation se préparait. Sylvain, le comptable, d'habitude si discret et effacé qu'on en oubliait son existence, se dirigea vers le bureau de Jean-Claude. Il tenait à la main un dossier et son visage, habituellement neutre, affichait une détermination glaciale. « Jean-Claude, il faut qu'on parle », dit-il d'une voix posée. Il s'assit et ouvrit le dossier sur le bureau. C'était un recueil des dernières notes de frais de Jean-Claude. Sylvain, le timide gardien des chiffres, s'était transformé en un redoutable procureur. Tes notes de frais, Jean-Claude, il y a quelques incohérences. Il commença son réquisitoire méthodique et implacable. Il pointa du doigt une feuille de calcul qu'il avait préparée, un document qui résumait des semaines de mensonges et de petites fraudes, analyse comptable des dépenses suspectes, dossier convenant JC, date dépenses déclarées justificatif, fournie analyse de Sylvain, la vérité probable, montant, FF. 26,10 dîners d'affaires, client plus, 2 enfants. Note de restaurant Le Grand Véfour, note de restaurant 1-2, club. 03,00 du matin 1 850,00. 28 dixième communication professionnelle, facture détaillée de téléphone portable appels multiples, vers 08 Jessica et 8 Voltenius. Lignes érotiques. 975 00 29 dixième déplacement clientèle, taxi reçu de taxi manuscrit inconnu. Probablement un trajet personnel. 450 0 02,11 cadeau client. Panier garni ticket de caisse fauchon achat d'un nouveau puteur de golf, facture retrouvée. 1-200,00. 60 lignes. Chaque ligne était une accusation. Sylvain déconstruisait les mensonges de Jean-Claude avec une précision chirurgicale. Le 26, le dîner d'affaires. Le restaurant s'appelle le 1-2. C'est un club Jean-Claude. Et le dîner s'est terminé à 3 heures du matin. Les enfants de ton client devaient être fatigués. Jean-Claude, acculé, tenta de bluffer. C'était un client suédois. Ils vivent la nuit. Sylvain ignora l'excuse pathétique. Les communications. 08 Jessica. C'est une nouvelle cliente. Elle doit être très exigeante pour que tu l'appelles aussi souvent. Le duel se poursuivit. Jean-Claude, voyant ses défenses s'effondrer, changea de tactique. Il cessa de nier et fit appel à une autre corde, plus sensible. La solitude et la frustration de Sylvain. Écoute, Sylvain, tu sais ce que c'est. La pression, la solitude, le 1-2, c'est un endroit sympa. Des jolies filles. On pourrait y aller ensemble un de ces soirs. Je t'invite. Ça passera sur la note de frais de la boîte. C'était une offre de corruption. Une invitation à rejoindre le côté obscur. Sylvain, l'homme des règles et des chiffres, hésita. Son regard passa du dossier à Jean-Claude. Dans ses yeux, on pouvait lire le conflit entre sa droiture professionnelle et le désir d'une vie moins grise, moins prévisible. « D'accord, » dit-il finalement, sa voix à peine audible. « Mais c'est moi qui choisis la danseuse. » Il referma le dossier, le tamponna de la mention approuvée et le signa. Le pacte était scellé. Le comptable intègre venait de vendre son âme pour la promesse d'une soirée au strip club. La corruption n'était pas seulement une affaire d'argent. C'était un remède à la solitude. Scène 3, prise au piège. La journée de travail touchait à sa fin. Un sentiment de soulagement flottait dans l'air, celui de la libération imminente du week-end. Les employés rangeaient leurs bureaux, s'échangeaient des alundis fatigués. C'est alors qu'une voix crépita dans les haut-parleurs du plafond, celle du gardien de sécurité. « Attention, attention ! En raison d'un mouvement de grève surprise et illimité de tous les transports en commun, la ville est entièrement paralysée. Pour des raisons de sécurité, le bâtiment sera fermé et les ascenseurs mis hors service dans 5 minutes. Veuillez évacuer les lieux immédiatement. » Ce fut la panique. Une ruée désordonnée vers les ascenseurs, les escaliers. Mais il était trop tard. Les portes métalliques se refermèrent avec un bruit sourd. Les lumières du couloir s'éteignirent, ne laissant que l'éclairage de secours. Ils étaient piégés. Jean-Claude, Jeanne, Maëva, Fred, Sylvain et Hervé, revenus des urgences avec un plâtre monumental, se retrouvèrent dans l'espace détente, les derniers survivants sur une île de bureaux déserte. La nuit qui suivit fut longue et révélatrice. Privés de leur routine et de leurs échappatoires, les masques tombèrent. Jean-Claude tenta d'organiser un comité de survie, se nommant lui-même chef, mais personne ne l'écouta.
Hervé se plaignit sans discontinuer de la douleur à son bras, calculant déjà la perte de productivité. Maeva déclara que la grève avait été prédite par son astrologue, trouvant une confirmation cosmique à leur malheur. Sylvain, libéré par son pacte avec le diable, sortit une flasque de whisky de son tiroir et commença à raconter des blagues salaces. Les vieilles rancœurs refirent surface, les frustrations éclatèrent. Ils se disputèrent pour le dernier yaourt du frigo, pour le canapé le plus confortable, pour le contrôle de la seule radio qui fonctionnait. Au petit matin, la lumière blafarde de l'aube filtrait à travers les fenêtres sales, éclairant des visages épuisés, des vêtements froissés, des âmes mises à nu. La grève était terminée. La ville se réveillait. Ils sortirent du bâtiment en silence, hagards, et se dispersèrent chacun de leur côté, sans un regard en arrière. Mais ils savaient qu'ils se retrouveraient le lundi. Le cycle était ininterrompu. L'enfer, c'était les autres, mais c'était aussi le bureau. Et il était absolument inéluctable.